Donc on y est presque. On arrive maintenant gentiment à la table ronde de cet après-midi. Donc ça va se passer comme vous le voyez là. Le titre, c'est Projet participatif au service de l'environnement. C'est une table modérée par Camille Poursac, qui est sociologue de formation. Elle travaille aujourd'hui au rectorat de la HESSO au sein du Dicaster Recherche et Innovation. Elle coordonne le développement du centre de compétences dual HESSO. Ce centre de compétences se donne pour mission de valoriser et renforcer le double profil de compétences recherche et pratique des chercheuses et des chercheurs actifs dans le 28 autres écoles spécialisées de Suisse romande. Plus en lien avec le thème de cette journée, Camille développe actuellement un programme de formation et mobilisation des connaissances, une approche qui se focalise sur la circulation et le partage de savoir entre la sphère académique et la société civile. Camille va modérer cette table ronde qui est composée de 3 personnes. Donc je les présente très brièvement parce qu'elle va être introduite plus en détail par Camille. Donc Tania Jenkins, qui est Project Lead au projet CoFish, Mélodie Faury, que vous avez entendu ce matin lors de la keynote, et Alain Kaufmann, qui est directeur du collaboratoire à l'UNIL, qui est l'unité de recherche-action collaborative et participative de l'Université de Lausanne. Donc, je vous donne la parole et vous remercie déjà de participer aujourd'hui. Merci beaucoup, Michaela. Merci au comité d'organisation. Merci Constance de la Madeleine et Noémie Mazaret pour l'opportunité de modérer cette table ronde aujourd'hui. Donc, le titre, Projet participatif au service de l'environnement, ça c'est le grand titre qu'on m'a donné pour modérer ce qui nous attend. Et quand on s'est vu en visio pour échanger là-dessus, c'est parti évidemment un peu dans tous les sens, mais à un moment donné, c'est clair que l'aspect de la transformation a émergé, et on va rester un peu dans la même thématique que ce matin avec ce que vous avez dit, Mélodie Faury. Et puis on va, au niveau de la structure thématique de cette table ronde, on va faire ça en 2 temps. Le premier axe, on va un peu parler de les sciences et recherches participatives. On est vraiment dans un modèle de recherche alternatif. Et puis la question qu'on va se poser, c'est comment cette approche, les sciences et recherches participatives, les citizen science, transforme les conditions de faisabilité des projets de recherche et les activités à la fois scientifiques et partenariales. Et puis pour rester dans du concret, juste avant de passer à ces questions sur cet axe, on présentera concrètement le projet CoFish, coordonné par Tania Jenkins, et puis le projet Captographie, proposé par Alain Kaufmann. Et dans un deuxième temps, on va prendre un regard un peu plus au-dessus, un peu plus méta, je dirais, et on va se poser la question toujours de la transformation, mais à différents niveaux, dans la relation à l'environnement, dans la transformation pour les parties prenantes, etc. Et puis on terminera évidemment par 15 minutes de questions avec vous, à la fois en présence et à distance. Pour ceux qui sont à distance et qui auraient des questions à poser dans le chat, n'oubliez pas de préciser à qui vous voulez poser la question. On prendra une question du chat en premier et ensuite on fera un tour dans la salle. On continue dans les choses un peu protocolaires. On va présenter nos invités du jour et on va commencer avec Tania Jenkins. Tania Jenkins, vous êtes une scientifique passionnée par la promotion du dialogue entre la science et la société. Vous êtes titulaire d'un doctorat de l'Imperial College London et de 2 postdoctorats en écologie évolutive. Vous vous engagez à aider les scientifiques à devenir de meilleurs communicants et communicantes. Depuis 5 ans, vous êtes très active dans l'engagement du public envers la science. Vous avez co-créé et géré divers projets tels que des expositions, du matériel pédagogique, des événements de sensibilisation, des contes, du théâtre, des jeux, des hackathons, des films, même des projets d'évaluation de musées. Vous êtes membre du réseau européen EuroCitizen, qui développe des stratégies transdisciplinaires innovantes pour l'enseignement et la communication scientifique. Vous travaillez actuellement à l'Université de Genève sur le projet CoFish, un projet de recherche participatif au confluent du monde de la pêche et de la recherche scientifique. Vous vous intéressez particulièrement aux sujets complexes tels que l'évolution, la génétique, le changement climatique, la relation de l'homme à la technologie, et vous croyez fermement à la nécessité d'une perspective transdisciplinaire pour l'innovation sociale.
Mélodie Faury, on vous a déjà présenté ce matin, mais on va partir du principe que pas tout le monde a suivi votre exposé. Mélodie Faury, vous êtes professeure au Muséum national d'histoire naturelle de Paris. Vous vous occupez de la chaire junior qui s'intitule Recherche sur les sciences participatives, rôle et modalités transformatrices. On est dans le thème. Docteur en sciences de l'information et de la communication en 2012, vous vous spécialisez dans les sciences participatives et la science ouverte. De 2018 à 2024, vous avez été professeur agrégé à l'Université de Strasbourg. Vous enseignez la médialogie des sciences, l'épistémologie, les sciences ouvertes dans divers cursus, sciences et sociétés. Vous êtes également chargé de mission pour la science ouverte et les recherches participatives auprès de la vice-présidence Culture, Sciences en Société. De 2012 à 2018, vous avez dirigé la Maison pour la Science en Alsace, une structure interdisciplinaire visant à transformer l'enseignement des sciences de la maternelle au collège. Et puis, votre travail a mis en pratique votre approche de la science comme bien commun, en créant des espaces de réflexion critique et de conversation autour de la pratique scientifique. Et puis, en commun avec nos invités du jour, vous avez démarré votre parcours académique avec un master en biologie moléculaire et cellulaire en 2006. Et enfin, je suis ravie de vous présenter Alain Kaufmann, qui a suivi, lui, pour le coup, une double formation en biologie et en sociologie à l'Université de Lausanne. Vous avez aussi été chercheur invité à l'École des Mines de Paris, au Centre de sociologie de l'innovation, auprès de stars des sciences sociales, que sont Michel Callon et le regretté Bruno Latour. En 2019, vous dirigez actuellement et vous avez fondé en 2019 le Collaboratoire de l'Université de Lausanne, qui est donc une unité de recherche participative et de recherche-action. Vous avez aussi co-créé l'interface sciences-société et l'Éprouvette, le laboratoire public de l'UNIL. Vous êtes membre de divers conseils scientifiques français pour l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation et de l'environnement et du travail, de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, de l'Alliance Sciences-Société, une organisation qui œuvre pour le développement du tiers secteur de la recherche. Et puis vos travaux, ils se concentrent beaucoup sur la sociologie des sciences, des techniques, l'approche interdisciplinaire des risques, l'éthique de la recherche participative bien sûr, et les aspects sociaux et anthropologiques de la médecine et de la recherche biomédicale. Vous collaborez activement avec l'Office du médecin cantonal, la Fondation Linarts et d'autres acteurs du canton de Vaud pour renforcer le pouvoir d'agir des citoyens, citoyennes et des patients, patientes dans le système de santé. Et vous êtes co-auteur de ce rapport de l'Académie suisse des sciences et des arts qui, en français, se dit état des lieux, enfin, sciences citoyennes, état des lieux et perspectives pour l'avenir. Et du coup, on va entamer vraiment les hostilités. Et puis, pour qu'on soit tous au clair, qu'on ait un peu un socle commun sur certaines notions, je vais demander à Alain Kaufmann. Alors, il y aura 3 notions: sciences et recherche participative, KESACO, environnement, de quoi on cause, et partie prenante, la même chose, de quoi on parle. Sciences et recherche participative, de quoi on parle, Alain Kaufmann? Bonjour à toutes et à tous. Je voudrais pas faire trop de redites par rapport à ce qu'a dit Mélodie ce matin, parce qu'elle a très bien introduit le sujet, mais évidemment, quand on parle de participation, de recherche participative, on est dans un univers lexical qui est très divers et qui varie selon les pays. Donc, suivant le pays où on se trouve, on va parler plutôt de recherche participative, de sciences citoyennes, de sciences participatives, de recherche partenariale. Et ces différents termes n'ont pas exactement la même signification puisqu'ils sont toujours liés à des contextes locaux. Parfois, par exemple, implique des collaborations avec des parties prenantes qui sont des entreprises, d'autres fois pas du tout, enfin, etc. Mais ce qui est important, c'est de voir que quand on parle de participation, il faut penser une échelle de la participation. C'est une question à laquelle on réfléchit dans nos milieux depuis les années 60. On a des échelles de la participation, puisqu'en fait la participation va, comme on l'a vu, de la simple collecte de données, ce qu'on appelle le crowdsourcing, etc., ce qui passe par des plateformes numériques en général, en passant par l'analyse des résultats ou la co-analyse des résultats, la co-responsabilité des programmes de recherche, le cofinancement, etc. Donc on doit toujours interroger de la même manière d'ailleurs c'est le cas pour la question de la participation en général, politique et autres. Beaucoup de discussions aujourd'hui en Suisse sur la participation dans le système de santé, par exemple, où les gens découvrent les conférences de citoyens ou les conférences de consensus en pensant qu'on va pouvoir régénérer le système de santé. Je pense pas que c'est ça qui va nous aider beaucoup. Mais donc il faut toujours s'interroger sur le degré de participation dans le cadre de, disons, de taxonomie ou de modèle comme tu l'as présenté ce matin dans une grille
série, hein, avec ces différents concepts qui vont de la vulgarisation dans un cadre, disons, rationaliste et positiviste, jusqu'à la coproduction des savoirs, les inégalités épistémiques. Donc il ne faut pas être naïf quand on parle de participation. Merci. Et Mélodie Faury, par rapport à la notion d'environnement, vaste débat. Oui, vaste débat. Alors, quand on a discuté, justement, on s'était dit que l'environnement, c'était pas uniquement l'environnement au sens de la nature, et déjà, c'est pas la nature comme décor, mais la nature dont on fait partie, donc l'environnement dans lequel on est pris et pris. Du coup, moi, ce que je vous propose, et peut-être ce que je vous propose aussi, on verra si dans les discussions, c'est qu'on considère ce dont on fait partie en termes d'interdépendance. Et comme on a évoqué Bruno Latour, moi, j'aime beaucoup le passage du matter of fact de Bruno Latour au matter of concern, ce qui nous concerne, ce qui nous touche, ce à quoi on est relié, et au matter of care de Maria Puig de la Bella Casa. Et en fait, ce que j'aimerais peut-être développer là, peut-être dans les échanges, c'est la question des attachements. L'environnement, c'est ce qui nous relie, ce qui nous affilie, ce qui nous inscrit quelque part à un endroit donné, dans des liens, des attachements, des importances, des alliances. On aura aussi l'occasion peut-être d'en reparler. Et quand on se rencontre, il s'agit de prendre en compte le monde avec lequel l'autre vient, ce que je disais tout à l'heure, et c'est aussi lié à l'éthique du care, c'est-à-dire les attachements de l'autre. Faire alliance, c'est faire importer ce qui importe à l'autre. Donc l'environnement, on n'est pas loin aussi de la question du milieu de Deleuze. C'est penser avec son milieu, mais c'est aussi penser dans ce qui nous constitue, ce qui nous affecte, ce qui nous transforme. C'est pas loin aussi avec cette perspective-là. Je sais qu'Alain voulait un peu rebondir sur cette question d'environnement. Bon, c'est un petit point de sémantique, mais qui a son importance parce qu'elle a une dimension historique, anthropologique, politique. C'est-à-dire que pour un biologiste ne devrait jamais parler en tout cas d'environnement, mais toujours de milieu. Hein, c'est-à-dire que l'environnement, la notion d'environnement présuppose qu'il existe une extériorité par rapport à nous. Il n'y a pas d'extériorité. Quand on est biologiste, on devrait le savoir ne serait-ce que parce qu'on a un microbiote et qu'on est un symbionte. Mais disons que la question de considérer l'existence d'une extériorité qui fait fi des interdépendances, comme tu l'as dit, fait partie du problème de notre rapport écologique aux autres êtres. Donc la notion de milieu est beaucoup plus vertueuse. Il y a même un domaine qui a été développé qui s'appelle la mésologie. Donc voilà, une coévolution, une co-construction, une symbiose, une interdépendance que nos politiques économiques, nos politiques scientifiques ne prennent pas vraiment en compte. Et enfin, Tania Jenkins, quand on parle de partie prenante dans un projet de sciences et recherche participative, de citizen science, ça veut dire quoi ? Donc, les parties prenantes sont toutes les personnes qui peuvent être influencées par une démarche de recherche ou qui peuvent influencer eux-mêmes cette démarche. Ça pourrait être des industries, ça pourrait être des groupes environnementaux, ça pourrait être des personnes concernées, des chasseurs, des pêcheurs, des enseignants, tout le monde qui a quelque chose, un impact sur une démarche de recherche. Merci pour l'explication de ces différentes notions. Je vous propose maintenant d'entrer vraiment dans du concret avec deux projets. On présente d'abord ces projets parce que ça va nous permettre aussi d'avoir une meilleure compréhension des questions qui vont suivre sur les activités, transformation des activités de recherche. Donc Tania Jenkins, est-ce que vous pouvez nous raconter un peu le projet CoFish que vous avez coordonné, donc un projet à l'intersection du monde de la pêche et de la recherche scientifique? Donc, merci. Justement, CoFish était un projet de recherche participatif avec un aspect de collaboration très très fort, ce que Mélodie a évoqué ce matin du extreme citizen science, si on veut, ou de la recherche partenariale. L'objectif, il y avait deux objectifs principaux. Le premier était de co-élaborer un projet de recherche avec des pêcheurs et pêcheuses du Léman, des pêcheurs amateurs et des pêcheurs professionnels francophones, donc de la France et de la Suisse. Et l'autre objectif était vraiment d'étudier cette démarche, d'étudier les apprentissages, tant pour les pêcheurs, mais aussi que pour les scientifiques. Donc en fait, regarder un peu ces aspects de transformation, qu'est-ce qu'on peut apprendre, qu'est-ce qui se transforme dans par participant dans un tel projet.
Donc, ici, on a le projet. On a fait une série d'ateliers de co-création. Le projet a démarré en 2021. Maintenant, c'est presque fini. Donc, on a co-élaboré le fonctionnement avec les pêcheurs et les pêcheuses du Léman, avec les scientifiques aussi du Léman. On a invité tout le monde autour d'une table où on a vraiment brainstormé des pistes. Je vais élaborer un peu plus tard. Et ensuite, on a passé sur la recherche en soi-même. Je peux élaborer un peu plus tard, mais là, c'était vraiment les pêcheurs et les scientifiques qui se sont allés sur le terrain. Donc, deux fois, il y avait des scientifiques qui se sont allés pour collaborer avec les pêcheurs, les aider s'il n'y avait pas assez de capacités pour tout faire seul. Et ensuite, on a restitué le projet ensemble. Ils étaient invités dans les labos, les pêcheurs s'ils le souhaitaient. On a interprété les résultats ensemble et on est en train de communiquer le projet ensemble. Donc voilà, en quelques mots. Merci beaucoup. Et puis maintenant, Alain Kaufmann, même exercice, pouvez-vous nous raconter le projet de recherche participatif Captographie? Alors le projet Captographie, il fait partie de ces projets qui visent justement à permettre aux personnes d'enquêter sur leur milieu. Des fois, on aime bien euphémiser le terme de recherche parce que recherche, ça fait peur et ça ferme. Ce que tu as parlé quand on parlait de recherche ouverte, science ouverte, il faut aussi parler de ce qu'on ferme. C'est-à-dire si on produit pour produire de l'empowerment des citoyens ou des parties prenantes, il faut dans une certaine mesure produire du désempowerment des milieux scientifiques et des experts. Donc il faut démocratiser l'expertise. Alors c'est quelque chose qui est compliqué à faire dans les institutions, mais ça part du constat que la qualité de l'air est un des déterminants fondamentaux de la santé humaine, et pas seulement humaine, mais ici on s'intéresse plutôt aux humains. Pour donner une idée de l'impact, ça représente à peu près 3 à 4 000 morts excédentaires par année en Suisse, 400 000 en Europe, 20 000 jours d'hospitalisation en Suisse par exemple, donc énormément de bronchites chroniques, bronchites aiguës, etc. Et donc l'idée, c'est de donner accès à des informations qui sont en général produites avec des installations lourdes, qui sont peu nombreuses et donc qui couvrent un territoire très large, mais avec une toute petite maille, à beaucoup plus de personnes qui sont intéressées à documenter en fait la présence de particules disons de 10, plutôt de 2,5 à 1 nanomètre, qui sont celles qui vont pénétrer le plus profondément dans les poumons. Et ça se fait avec de l'électronique open source. Bon, je vais pas rentrer dans les détails là, mais disons qu'il y a Séverine Trouillou ici que je vais mentionner parce que c'est elle qui gère ce projet pour l'éprouvettes. Et puis il y a aussi le Fab Lab de Renan avec Richard Timsit, qui a un savoir-faire très important en matière numérique, mais aussi en termes de culture technique. Si j'ai choisi ce projet, c'est parce qu'il y a à la fois une dimension scientifique, politique, toxicologique, mais il y a aussi une dimension technologique. Et de la même manière qu'on pense à un organisme vivant dans un milieu et ses interdépendances, on doit penser aussi la technique dans ses interdépendances que le philosophe Simondon a appelé un milieu associé. Donc on est dans des milieux associés où la technologie est une boîte noire, la plupart d'entre nous, qu'on est incapable ni de réparer ni de comprendre. Et l'idée, en fait, dans ce genre de projet, c'est de désaliéner en partie les citoyens et les citoyennes ou les collectifs qui veulent documenter l'état de leur milieu. Ça s'appelle cartographie parce qu'on souhaite l'étendre à terme à d'autres paramètres des milieux, pour pouvoir maîtriser l'ensemble de la chaîne, capter les données, acheminer les données, traiter les données, interpréter les données, agir à partir des données. Je m'arrête là parce que... Merci beaucoup. Du coup, la série de questions qui va suivre va être axée sur ces projets. Et on va commencer avec Tania. Tania Jenkins, comment vous avez procédé pour tisser des partenariats en amont de la réalisation du projet Cofiche, dans la manière de prendre contact, de tisser un lien de confiance, de faire communauté finalement? Qu'est-ce que ça a impliqué?
Et donc justement, il fallait appeler plusieurs personnes. J'avais vraiment la chance parce que la première personne que j'ai appelée était le président de la FIPAL, la Fédération internationale pour la pêche amateur du Léman. Et lui, il était un chimiste à la retraite, donc il était déjà très très favorable envers la science et en fait envers les recherches participatives. Donc une de ses missions en tant que président était vraiment de rendre le monde de la pêche plus scientifique. Donc lui, il était vraiment ancré dans la communauté de la pêche. Il était très respecté dans cette communauté et il s'est mis d'accord de se mettre sur la recherche de fonds, sur la demande de fonds. Donc il a aussi pu contribuer avec tous ses contacts, de parler du projet, de le mettre dans chaque newsletter. Lui, il a vraiment fait les communications dans chaque newsletter de la FIPAL. Et après, de m'inviter à des assemblées générales, de présenter le projet, l'idée, le concept. Et ensuite, moi, j'ai commencé à faire des relations. J'ai même commencé à faire des cours de pêche. Donc, tout peu à peu, il y avait l'idée on s'est rapproché je me suis rapprochée dans cette communauté de pêche. Après, avec les pêcheurs professionnels, c'était quelque chose de vraiment différent et beaucoup plus difficile parce que les pêcheurs professionnels, ils étaient très très méfiants envers la science. Ils avaient peur qu'en fait, s'ils contribuaient dans une étude scientifique, ça donnerait plus de restrictions dans leur profession, donc moins de poissons. Et en fait, ils avaient beaucoup de mauvaises expériences en collaborant avec des scientifiques dans le passé. Donc, il fallait aller les rapprocher, et parler avec eux et leur dire qu'en fait, je suis pas là pour les exploiter, ni pour prendre que leurs données, leurs poissons. Et donc, il fallait vraiment... Et là, je suis allée à leur cabane de pêche, leur parler, rencontrer au port. Et c'était génial parce que j'ai beaucoup appris de eux. Voilà. Merci beaucoup. Peut-être, Alain, vous avez d'autres choses à dire sur cette manière de faire du lien, quoi, avec des gens. Alors, ce qui est intéressant là, déjà on a une diversité d'acteurs qui sont la ville de Lausanne, le canton, Unisanté, donc des collègues plutôt du domaine de l'épidémiologie, de la toxicologie. Notre service informatique a amené une contribution. Je reprends la phrase de ce matin pour faire un peu des liens pertinents, cités par Vinciane, par Mélodie. Être dans un lieu inapproprié, je dirais inappropriable. Donc en fait, ce qu'on cherche à mettre en place, c'est pas pour rien qu'on travaille aussi avec le Fab Lab de Renan. C'est une plateforme où les différents acteurs concernés puissent se trouver dans un espace de légitimité horizontale. Alors ça, c'est l'idéal, bien entendu. La difficulté, c'est qu'effectivement, Bruno Latour a écrit un assez beau livre qui s'appelle Aramis ou l'amour des techniques. C'est-à-dire que si on n'aime pas suffisamment les techniques, elles meurent. Si on les pense pas bien, si on les soigne pas, si on les répare pas, si on les entretient pas. Et un des problèmes de ce genre dont Séverine pourra témoigner après peut-être, c'est que beaucoup de gens sont intéressés par exemple à construire, puisque l'idée c'est que les gens construisent eux-mêmes leur capteur. Ensuite ils l'installent chez eux, sur leur balcon, on leur fait remplir un questionnaire de métadonnées pour savoir s'il est exposé au nord, au sud, s'il y a du vent, est-ce qu'il est au soleil ou pas, etc. On capte aussi la température, l'humidité. Et donc le problème de ce genre de projet, un des problèmes, c'est de faire en sorte que ces capteurs fassent l'objet d'un soin. C'est-à-dire qu'ils soient entretenus, qu'ils soient bichonnés, qu'ils soient éventuellement nettoyés, qu'ils soient dépannés, etc. Et donc là, c'est un des problèmes. Un autre problème, c'est qu'elle rencontre dans beaucoup de questions de risque qui concernent l'apparition de clusters de cancer pédiatrique après un accident industriel, par exemple. On a des victimes et puis les épidémiologistes sont appelés et on leur demande regardez un petit peu ce qu'on a. On a NK, c'est le cas aussi pour les pesticides avec les agriculteurs. Et les épidémiologistes disent mais on peut rien vous dire parce que on n'a pas des chiffres significatifs. Donc on n'a pas de corrélation possible crédible sur le plan statistique, mais les victimes sont là, les impacts sont là.
Et là, on a quelque chose qui est un autre type de reformulation d'un écosystème de mesure, c'est qu'on a ces stations de mesure qui coûtent cher. Dans le canton, on en a une dizaine, quelque chose comme ça. Et puis là, on peut installer potentiellement 200, 300, 400 capteurs, mais avec un niveau de précision moindre, bien entendu. Par contre, une couverture du territoire beaucoup plus importante, beaucoup plus d'artefacts de mesure, parce que par exemple, si l'humidité augmente, vous pouvez avoir une surestimation de 100, 200, 300% de la quantité de PM2,5 par exemple. Et donc là, il faut développer une nouvelle manière de valider un type de mesure qui va être moins précise, mais qui couvre un territoire plus large. Il va falloir créer des nouvelles modalités d'analyse statistique, ça peut aussi permettre de détecter des émergences de pollution locale, etc. Donc on a vraiment là à acclimater aussi nos collègues qui sont toxicologues, par exemple, à changer un peu de paradigme sur la manière de, disons, constituer une évidence scientifique ou une alerte. Merci beaucoup. On continue avec vous, mais bien sûr, vous pouvez tout à fait rebondir. Je cible les questions en premier, mais du coup, Alain Kaufmann, encore une fois, le paramètre des ressources financières à disposition pour monter un projet de recherche participative est essentiel. Comment s'est passée la recherche de fonds pour le projet Captographie? Est-ce que cette condition de faisabilité change en comparaison d'un projet de recherche plus traditionnel? Je ne maîtrise pas tous les détails du financement. Encore une fois, Séverine les connaît mieux que moi, mais effectivement, c'est un des projets qui prennent énormément de temps. Alors, la question du travail gratuit qui précède la coopération à la recherche participative, l'accoutumance réciproque, l'apprivoisement, l'interconnaissance. La plupart de ces projets débutent parce qu'il y a un désir et une motivation commune, et ça peut parfois prendre des mois, entre des acteurs qui habituellement n'interagissent pas, de travailler ensemble. Et ça, c'est pas financé, bien entendu. Donc, on doit un peu travailler avec les marges, et puis ensuite, il y a eu un ou deux financements, comme un projet qu'on finance à l'Université de Lausanne qui s'appelle Interact. C'est des projets de collaboration en matière de recherche-action, de recherche participative, financés à moitié par la ville et à moitié par l'UNIL. Donc il y a eu un petit financement comme ça. Et puis les capteurs de ce type-là, ils coûtent pas cher. Hein, c'est très bon marché. Donc à la limite, on peut les offrir aux personnes dans certains cas. Et après, il y a tout le temps de travail des collègues qui sont là, qui est très conséquent. Le temps de travail du Fab Lab, par exemple, j'aime bien prendre cet exemple parce que le temps fourni par Richard Timsit et le Fab Lab, c'est des centaines d'heures, une compétence accumulée depuis le développement de l'installation en l'occurrence pour lui, l'installation de l'infrastructure Internet de l'école polytechnique, pionnier de l'Internet. Donc, il faut voir qu'il y a aussi dans ce genre de projet, l'idée de développer une culture technique citoyenne qui n'est pas forcément ce que viennent chercher les personnes qui participent à ce genre de démarche, qui veulent faire Déjà, c'est super de bricoler un truc, c'est super de se retrouver en groupe pour le faire, mais après, ce qu'on vise dans ce genre de projet, c'est le développement, encore une fois, d'une désaliénation technique et d'une véritable maîtrise de ce que c'est qu'un processus de mesure qui impacte directement la santé des personnes. Merci beaucoup. Tania Jenkins, comment vous avez fait au sein du... Ah, excuse-moi, vas-y. Non, mais une petite incise par rapport au temps d'émergence et ce que tu qualifiais de travail gratuit. Je crois que la présentation de Cléolia ce matin sur Interface et cet accompagnement, ça fait vraiment écho aussi à ce qui est en train de... C'est pour donner un peu d'espoir. Ce qui est en train de se mettre en place en France, parce que l'INSERM a un fonds d'émergence maintenant qui est possible de mobiliser en amont pour cette acculturation, définition des objectifs communs, etc. À Strasbourg, le Labo Citoyen aussi œuvre dans ce sens pour soutenir tous les temps de rencontre qui d'habitude effectivement passent à la trappe des radars, on va dire. Et à Paris, le réseau Sciences Ensemble aussi œuvre dans ce sens. Donc, ce que je veux dire, c'est que dans la collaboration, on est de plus en plus conscient que ce temps est nécessaire, légitime pour construire justement la rencontre, le commun et l'engagement réciproque. Juste pour rebondir aussi, ici en Suisse, il y a aussi la Fondation Mercator qui aussi finance des workshops pour démarrer des projets. Merci. Et du coup, on continue avec vous, Tania Jenkins. Comment vous avez fait au sein du projet Cofiche pour décider toutes et tous ensemble des objectifs du projet et de sa planification? Ça a été quoi les défis et les leçons que vous en avez tirées? Bon, il y avait beaucoup de défis, mais il y avait beaucoup de bonnes choses aussi. Donc, on a tout fait en manière collaborative à travers des ateliers de co-création. Donc, on a fait à peu près 10 ateliers pour commencer le projet. Et dans le premier atelier, on
on s'est mis d'accord un peu sur le fonctionnement du projet. Donc, il y avait toujours un point sur le fonctionnement, comment est-ce qu'on veut collaborer ensemble. C'est un point qui est très important aussi à établir au début du projet et de cette collaboration. Après 4 ou 5 ateliers, on avait quelques pistes de réflexion. Et ensuite, on était très suisse, on a voté sur le projet de recherche où en fait on avait la possibilité, on a aussi réfléchi ensemble des contraintes. Donc, on veut des résultats dans un temps, dans 2 ans, par exemple, qu'il faut avoir l'expertise dans le groupe ou en Suisse pour faire ce projet et des gens qui veulent le mener au niveau scientifique aussi. Donc, on a mis tous ensemble et on a décidé, après le vote, du projet qui va se poursuivre, qui était en fait le projet COPE. On a fait un échantillonnage du lac Léman sur le taux de phosphore parce que les pêcheurs, ils ont un peu challengé. Ils pensent que le lac est un peu trop propre et que le lac soutient pas assez de plancton pour les poissons. Et donc du coup, ils ont challengé l'autorité qui fait l'échantillonnage d'un point de référence qui s'appelle au milieu du lac. Et donc ils ont dit que en fait ce point-là n'est plus représentatif parce que la standardisation a été faite dans les années 50. Et ils ont dit, vous, les scientifiques, vous parlez du changement climatique et vous dites que le lac est hyper variable, mais comment est-ce que vous pouvez baser toutes vos mesures sur un seul point en plein milieu du lac? Et donc, du coup, on a écouté ça et on leur a dit, OK, on va aller tous ensemble sur le terrain. On a co-créé, en fait, aussi la méthode d'échantillonnage. Il y avait des tuyaux, comme vous voyez ici. Donc, on a pensé aussi au matériel. Quel est le matériel qui est pratique pour les pêcheurs? Combien de personnes est-ce qu'ils ont besoin d'avoir avec eux? Est-ce qu'ils ont assez de ressources? Qu'est-ce que ça correspond au niveau du temps pour eux? Et donc, on a coélaboré tout ça ensemble. Et au niveau des défis, c'est souvent difficile parce qu'on partage pas le même langage. Il y a la dynamique de pouvoir est très différente. Souvent, les scientifiques pensent qu'ils savent tout. Les pêcheurs pensent aussi qu'ils savent tout. Ils sont vraiment des experts de leur milieu, de leur petit coin du lac. Ils peuvent vous dire des récits incroyables sur un point du lac très très spécifique. Et j'étais là avec certains pêcheurs qui m'ont dessiné juste pour montrer où sont certaines omblières et comment ils ont fait cette représentation assez scientifique où cette omblière se retrouve. Donc il fallait croiser d'un côté toutes ces différentes formes de connaissances, créer un langage avec un respect commun. Et donc, je pense qu'en fait, il avait besoin, et je reprends ce que tu as dit ce matin, un lieu inapproprié. Je pense que moi, j'étais une facilitatrice inappropriée parce que je suis même pas suisse, je viens pas d'ici, mais j'adore le Léman. Donc, en fait, j'adore ce terrain comme eux. Et pour moi, c'est comme la mer. Moi, je viens de la Grèce. Donc, en fait, et d'avoir ce lien émotionnel avec l'eau était très important pour nous. Il fallait aussi bien modérer et faciliter. Et on a fait ça ensemble avec ma collègue Elisa, qui n'est pas avec nous aujourd'hui, à cette journée. Et donc, il fallait aussi avoir une bonne équipe avec une bonne communication qui pouvait aussi parler à tous les acteurs et actrices. Voilà. Juste par pure curiosité de ma part, l'Université de Genève, avec ce projet, a créé votre poste par après ou dès le départ ou... Non, moi je suis venue avec cette idée parce qu'on parlait des sources de financement. Moi, j'ai géré un réseau européen sur la scientific literacy en évolution. Et cet réseau, le financement était que pour le réseau. Mais le Fonds national suisse pour la recherche finance des recherches liées à ce réseau
européen. Donc, ma partie était sur les sciences participatives et je voulais toujours, depuis 2015, faire un projet co-créé parce que j'ai beaucoup lu autour de ça et donc j'ai pensé que c'était l'occasion, donc je trouvais le financement et après les gens avec lesquels je collaborais. Merci pour ces précisions. Un peu dans la même idée, Alain Kaufmann pour Captographie, comment ça s'est déroulé? La co-réalisation du projet, mais plutôt accentuée sur la co-réalisation avec des parties prenantes aux connaissances plurielles. Oui, alors là, je voulais rebondir surtout sur ce qu'a dit à propos de ça, sur ce qu'a dit Tania, sur l'importance de la facilitation. Parce que ça, de nouveau, c'est quelque chose qui n'est pas financé, qui est absolument indispensable. C'est-à-dire l'animation d'une communauté qui passe par des méthodes, des approches que le milieu académique ne connaît pas, maîtrise mal, qui font pas partie de l'arsenal méthodologique de recherche qu'on apprend quand on fait des études, même en sciences sociales ou en anthropologie, dans certains cas. Et donc la facilitation, c'est absolument crucial parce qu'on est toujours amené à faire ce travail d'intermédiation, de mettre ensemble des gens qui travaillent tous dans des silos épistémiques, des silos institutionnels, des silos managériaux, qui sont souvent très dysfonctionnels. Et ce genre de travail, justement, alors je sors un peu de l'environnement là, mais pour dire que tu as dit tout à l'heure qu'on travaille beaucoup avec l'Office du médecin cantonal et avec la Fondation Lennart, on a pu développer de cette manière des projets autour de la santé. Alors je vais dire, voilà, on se jette un peu des fleurs, mais avec notre équipe, très innovant parce que on a une liberté d'action, des moyens importants pour travailler, par exemple, sur ce qu'on appelle la santé intégrative, c'est-à-dire l'intégration du paradigme de médecine complémentaire, santé complémentaire et médecine conventionnelle, que, disons, en gros, les pouvoirs publics, et c'est le cas à peu près pour tous les dossiers qu'on raconte ici, quand on parle ici, on pourrait dire la même chose de la santé personnalisée, on pourrait dire la même chose. Les pouvoirs publics fédéraux, cantonaux, ne financent absolument pas d'innovation en termes citoyennes ou de ce qui nous intéresse ici, absolument pas. Donc on a éventuellement un comité d'éthique, si tout va bien, qui va délibérer sur un certain nombre de choses, sur des dimensions formelles. Et donc là, on a ces acteurs tiers, qui sont soit des pouvoirs publics qui ont, disons, une vision. C'est compliqué parce que tous ces domaines-là sont des champs de mine politiques, la santé, l'école, enfin tout ce que vous voulez, l'hôpital, la gestion de l'hôpital, le management de l'hôpital. Et là, on a des poches d'innovation qui sont rendues possibles par des gens qui sont visionnaires, qu'on ne retrouve souvent pas, je vais le dire alors, dans les autorités qui gouvernent les politiques scientifiques, qui appliquent des approches tout à fait classiques, enfin faire la même chose avec plus de moyens. Et ça, c'est important parce que ça veut dire deux choses. Ça veut dire que l'importance de cette facilitation, de ce travail gratuit, ce travail d'intermédiation doit être reconnu fondamentalement, tout ce travail d'incubation, mais aussi que soit nos institutions doivent évoluer pour aller vers ça, soit on doit multiplier le nombre d'instances tierces qui financent ce genre d'approche, ou créer des tiers-lieux, justement, qui peuvent se passer des mécanismes habituels d'évaluation ou de financement. Merci. Et puis peut-être Mélodie sur cette question des facilitateurs. Moi, je regarde beaucoup ce qui se passe à l'étranger, en l'occurrence au Canada, et je suis toujours fascinée par ces offres d'emploi de conseillers en transfert de connaissances, mobilisation des connaissances, courtier des connaissances, des choses qu'on connaît pas du tout ici. Je vois des choses aussi dans ce sens-là en France. C'est un peu mieux en France. Il y a des postes qui sont libérés pour. Alors en France, je ne saurais pas parler de manière générale, mais en tout cas les collègues avec qui j'ai travaillé, dans les institutions avec lesquelles j'ai travaillé, ça rejoint aussi comment on transforme l'institution, comment on transforme la reconnaissance des compétences nécessaires qui sont effectivement pas assumées par la recherche classique et pour lesquelles on ne forme pas les chercheurs, et c'est peut-être pas non plus leur rôle complètement. Enfin, ça repose plein de questions. Qui fait la médiation, qui fait l'intermédiation? Est-ce que c'est mieux en France? En tout cas, dans les lieux où moi j'ai travaillé, j'ai pu voir la reconnaissance de ce besoin-là, et notamment à Strasbourg et maintenant à Paris, à Sorbonne Université avec le muséum, il y a des personnes qui sont recrutées sur des postes d'interface, d'intermédiation, pour justement accueillir des besoins, les transformer en
possibilité de rencontre entre des problématiques de recherche et des problématiques sociales, avec des méthodes derrière qui sont diverses, avec la possibilité d'accompagner les chercheuses et chercheurs, tous les acteurs de la recherche, parce que quand on dit chercheurs, il y a plein d'autres métiers, à la montée en compétences aussi sur qu'est-ce que ça veut dire être avec un collectif hétérogène et complémentaire. Enfin, bien sûr, ça dépend des termes qu'on emploie, ils ont tous bien connotés, mais pour pouvoir aussi se situer, et ça c'est important, comme ayant un certain rapport au monde, un certain rapport au savoir qui est pas le seul et qui est mis en perspective avec d'autres, et donc ça vient poser des questions épistémologiques. Je vais plus loin que la question, mais pour moi c'est-à-dire que tout est lié, c'est concevoir qu'on a besoin de personnes qui font ce rôle de passeur, de transposition des enjeux dans les langues des uns, des unes, des autres, sans parler forcément de traduction, mais en tout cas les conditions de la rencontre. Les acteurs qui s'occupent de ça, il faut qu'ils soient fortement soutenus politiquement. Là où je peux répondre, là où c'est pas mieux, c'est que ça dépend d'un soutien politique qui est souvent individuel. Un vice-président, l'OCIM aussi fait beaucoup ce travail de l'art de la rencontre, comment on soutient ça. Et ça peut être très rapidement fragilisé si le soutien de la vision de l'importance de cette zone du soin et de le fait d'être interrelié n'est plus là. Donc c'est pas encore dans la structure des institutions. On y travaille pour rendre pérennes les postes, pour rendre pérennes les fiches de poste, l'explicitation des besoins par le langage institutionnel, donc en termes de compétences, de missions, etc. Mais c'est un travail qui reste fragile à mon avis. Ça va. Ma dernière question sera précisément là-dessus, mais on revient au projet concret de Cofiche, Tania Jenkins. Comment s'est faite l'interprétation des résultats et la communication de ces résultats, voire même la création d'outils de transfert de connaissances que j'ai ici. Je ne sais pas si tu en as mis sur les tables ou pas. Non. Non, finalement pas. Mais vous pouvez si jamais. Il y en a ici, si vous voulez. Donc la communication, donc d'abord pour l'interprétation des résultats, on s'est mis d'accord à qui va les interpréter d'abord, et c'était les scientifiques qui ont fait la première interprétation des résultats, et ensuite on a discuté lors des ateliers les résultats, ce que ça signifie, ce que ça pourrait signifier, ce qu'il faut faire. Donc là, les pêcheurs ont contribué en tant que... Ils voulaient avoir un peu de recul sur cette partie-là, parce que c'était hors de leur zone de confort. Mais il y avait quand même la discussion. Par rapport à la communication du projet, les pêcheurs, ils étaient très, très actifs. Il y avait une jeune pêcheuse incroyable qui est aussi étudiante en biologie à l'université de Lausanne. Elle a présenté les résultats Cofiche aux rencontres de l'eau en printemps. Elle a fait toutes les posts des Instagram Stories sur le compte de sa pêcherie. Donc, en fait, ça a ouvert les résultats et toute la démarche, le projet à tout son public aussi, qui n'était pas que des pêcheurs, mais aussi les clients de la pêcherie. Par rapport à ce guide de bonnes pratiques, on a coélaboré ça avec toutes les acteurs et actrices qui étaient présents à notre atelier de clôture du projet. Donc, je me remercie aussi Alexandre Camus et Isabelle Milhomme qui est là aujourd'hui, qui ont aussi dans ce petit livret. Voilà, donc il y avait aussi une communication très collaborative. Et finalement, pour terminer les questions de cette première axe, donc sur les activités, etc., on a déjà un petit peu répondu, mais Melody4E, on se rend bien compte au travers des projets, des témoignages de Alain Kaufmann et Tania Jenkins que de se lancer dans un projet de recherche participatif, ça demande des compétences clés qui vont au-delà des compétences que les scientifiques acquièrent dans leur cursus académique traditionnel. En quoi les projets de sciences et recherche participative transforment les compétences attendues des scientifiques.
Alors c'est très très vaste comme question et je pense que je serai pas exhaustive, mais je pense qu'en fonction du niveau qu'on prend, on a abordé beaucoup de ces questions-là finalement en sous-texte ou même très explicitement. Aussi dans l'atelier qu'on a fait ce matin, ça faisait partie. On pourrait dire d'un point de vue matériel, ça change la temporalité de la recherche, ça change le temps qu'on prend. Il y a des projets qui parfois mettent 8 ans. Si on est de la vraie collaboration, on est dans le rythme aussi des personnes avec qui on collabore et on sort de la logique projet. Donc ça c'est une difficulté par exemple. Donc ça sort aussi des modes de financement classiques. Ça veut dire faire des dépôts de projets ailleurs, avec d'autres interlocuteurs, gérer aussi la précarité que ça génère que de s'aventurer dans ce domaine-là. Ça pose des questions en termes d'animation de communauté, donc c'est pas forcément les chercheurs qui s'en occupent, et ça veut dire prévoir dans les budgets ce temps de travail et reconnaître ses compétences. Ça a des enjeux réflexifs. Est-ce que je suis conscient de qu'est-ce que ça veut dire mettre en dialogue le savoir scientifique avec d'autres registres de connaissances et de savoir? Ça, on n'est pas formé à ça non plus, la réflexivité en sciences, surtout en sciences exactes expérimentales, et je parle en ayant fait un chemin qui justement allait chercher la réflexivité du côté des sciences humaines et sociales, sans faire de hiérarchie, je vous rassure, mais en voyant aussi que de savoir d'où on parle et quel rapport au monde on construit dans le type de savoir qu'on élabore, c'est aussi ce qui permet ou pas la rencontre, parce que si on pense savoir mieux que, relationnellement parlant, ça instaure un certain mode de rapport relationnel, de relation. Il y a plein d'autres éléments. Bien sûr, c'est aussi sortir, on en a évoqué ce matin, des registres d'évaluation classiques, d'un tunnel vers la publication, le travail collaboratif de manière générale, les outils collaboratifs, quels outils on utilise pour coordonner les agendas, communiquer, etc. La question du langage, ça rejoint les questions de médiation, de vulgarisation. Enfin, il y a énormément d'aspects, et c'est pour ça que d'ailleurs, ça permet de revaloriser les collègues qui travaillent dans le milieu de la médiation et de l'intermédiation, sans faire une distinction complètement évidente entre les deux. On en parlait aussi tout à l'heure. C'est délicat parce qu'il y a des compétences qui s'acquièrent, et souvent il y a cette envie de faire et il y a ce besoin d'accompagnement. Donc quand les universités ou les structures de recherche prévoient ce service d'accompagnement, c'est très très précieux. Donc on n'aura jamais assez insisté là-dessus, à mon avis. Merci beaucoup pour vos interventions pour cette première partie. On va passer maintenant du coup au second axe de cette discussion, donc plutôt d'un point de vue un peu plus macro, méta, un peu au-dessus et à différents niveaux. On continue avec vous, Mélodie Faury. Selon vous, comment les projets de sciences participatives transforment la relation à notre environnement ? Alors peut-être ça donnera l'impression que je me répète, j'en suis désolée. Mais si je rencontre une autre manière de se relier au monde et aux objets qui peuvent constituer mon enquête de recherche, et puis finalement les pêcheuses, les pêcheurs amène mon attention à se transformer sur le sujet, à poser les questions autrement, à prendre au sérieux la manière dont les questions sont posées, et même à dire la manière dont toi tu poses les questions, elle n'a pas lieu d'être pour nous, elle n'est pas pertinente dans notre vécu. Se laisser transformer par ça, c'est aussi changer son mode relationnel et les attachements que l'on considère comme ayant lieu d'être, vraiment lieu d'être aussi collectivement. Donc il me semble que là on est vraiment sur un changement de mode d'attention, mode de perception et façon de se relier. Donc en termes d'interdépendance, on change notre tissu en fait dans lequel on décide de se situer et d'agir, à partir duquel on décide d'agir. Donc pour moi, ça paraît peut-être un peu théorique, mais c'est vraiment ça qui se joue. Et à titre personnel, chaque enquête que j'ai pu mener m'a fait devenir autre. Il y a une métamorphose. Je suis plus la même après. Enfin, et je crois que ça va complètement à l'encontre de la manière dont on est formé en sciences. Donna Haraway parle de démembrement et de remember et remembrer. Pour moi, c'est très important. C'est-à-dire que autoriser la transformation, c'est laisser la possibilité de réagencer les choses avec nous, à travers nous, avec les autres. Et on va pas toujours aussi loin quand on porte les sujets mais en fait c'est quand même ce qui se passe. On n'est plus la même personne, on peut plus parler de la même manière, on parle avec, on parle pas au nom d'eux, mais on parle avec d'autres voix qui sont avec nous et qui font que on est obligé, là aussi c'est un terme de Vinciane Després qui travaille, on est les obligés, on devient les obligés des personnes avec qui on a fait alliance d'une certaine manière par ces démarches-là. Merci. Tania Jenkins, selon vous, comment la pratique des recherches participatives transforme les parties prenantes ?
Donc, on a aussi étudié ça dans CoFish. Donc, on a fait des entretiens avec les scientifiques, mais aussi avec les pêcheurs. Par rapport aux pêcheurs, nous avons fait des entretiens pour voir quels étaient leurs apprentissages. Et ce qui ressort vraiment était du empowerment. Et cette idée de communauté. En fait, je me permets de reprendre le guide parce qu'il y a un pêcheur qui a dit quelque chose qui m'a vraiment frappé. Si je le trouve. Attendez. J'ai retenu le plaisir de rencontrer les participants, l'envie d'avancer tous ensemble pour faire quelque chose de bien. Et en fait, c'était pas mentionné une seule fois, mais les mots-clés ensemble, collaboration et faire du bien se sont ressortis plusieurs fois dans ce projet. Donc en fait, maintenant, ils ont une communauté, ils ont vraiment changé leur perception de la science et des scientifiques, je trouve. Je suis pas sûre s'ils ont appris beaucoup de choses par rapport à l'écologie du lac, au niveau de content knowledge, au niveau si on parle des sciences éducatives, mais il y avait cette notion de transformation et de community empowerment. Et c'était vraiment quelque chose qui est ressorti des entretiens. Par rapport aux scientifiques, on avait vraiment des scientifiques très, très divers et variés et très intéressants. Et des profils très intéressants. Je pense que maintenant, il y a plus de scientifiques qui vont inclure des parties prenantes dans leurs recherches et dans leurs travaux. Donc ça, c'est quelque chose de positif. Au niveau personnel, il y avait aussi un effet transformateur parce que moi, j'ai appris beaucoup de choses. En fait, je suis plus la même personne qu'avant, et pour dire les mots de Mélodie. Et donc, je pense que je crois vraiment à cet effet transformateur d'un tel projet. Donc, voilà. Après, il y a aussi des parties prenantes comme l'administration publique. Je suis pas sûre si ça leur a transformé, mais au moins les liens avec les recherches, ils sont plus au courant des recherches participatives aussi. Et ils étaient toujours intéressés par les événements qu'on a fait et ils ont suivi un peu l'histoire. Donc peut-être ils seront un peu plus rapprochables pour des projets dans le futur. Merci. Quelqu'un qui veut rebondir sur cette notion de transformation des parties prenantes? Une autre expression qui m'a beaucoup inspirée pour comprendre cet effet d'empowerment, c'est aussi ce que dit Isabelle Stenger sur les nouveaux commanditaires, c'est « je me sentirais autorisée à cela maintenant ». Et c'est très ouvert, je me sentirais autorisée à faire ci, faire ça, parler comme si, avec, etc. Ouais. Merci. Alain Kaufmann, selon vous, comment les sciences citoyennes, les sciences participatives transforment ou pas le cycle de production de la recherche académique? Alors c'est aussi une énorme question. Entre nous, souvent, on utilise quand on parle de participation, deux expressions contrastées. La participation d'élevage, demandée par les pouvoirs publics, organisée top-down, et la participation sauvage. C'est-à-dire la demande de participation des acteurs, des mouvements sociaux et des acteurs qui ont besoin de produire des connaissances et surtout qui en produisent tous les jours et qui sont absolument invisibles du point de vue du monde académique. Il existe au niveau international, sur ces questions qu'on discute aujourd'hui, des centaines de think tanks, d'ONG, dont certaines sont d'envergure mondiale, des groupes d'enquête citoyens, etc. Tous ces gens produisent chaque jour ce que nous on appelle parfois le tiers secteur de la recherche, des connaissances à foison qui sont en général, très souvent non connectées, et ça renvoie bien sûr à la question de l'identité. Après la question, il y a une adaptation souvent de la participation forte, c'est la temporalité de la recherche, le temps du projet n'est pas adapté. Bien entendu. Les modalités d'évaluation ne sont pas adaptées. Les experts qui évaluent ces projets au Fonds national souvent ne sont pas compétents pour le faire, ne sont pas adaptés. Ils savent pas comment faire, c'est pas une critique, c'est une observation qui est faite par le FNS lui-même. Donc quand il veut implémenter des projets à impact social, la thématique de l'impact est inadaptée.
Et très souvent, on doit, quand on a des projets, j'allais dire qu'à l'UNIL, on a beaucoup de chance parce que ça fait 20 ans qu'on développe bientôt des projets de ce type-là sur beaucoup sur le financement de notre institution, donc on a une certaine avance par rapport à d'autres institutions académiques. Il y a la question de la pertinence sociale ou de la robustesse sociale qui a été évoquée par Mélodie versus l'excellence académique. Et bien sûr, on se trouve dans des situations où on doit évaluer des projets, par exemple avec des collègues, où il y a des gens, allez, je vais prendre un exemple concret, mais sans donner de détails, de la ville de Lausanne, avec qui on a un partenariat, et des collègues des facultés de l'université qui jugent un projet excellent du point de vue scientifique, et nos collègues de la ville vont dire, mais nous, d'un point de vue opérationnel sur aménagement urbain, c'est pas pertinent. Ok, vous avez n variables, nous ces variables c'en est 3 parmi 12. Bon, c'est pratiquement impossible de sortir d'un conflit de ce type-là. Parce que la socialisation, et là de nouveau, les modes d'attention, c'est effectivement ce qui nous transforme. Et là, je reprends un peu de nouveau du Gilbert Simondon, c'est le processus d'individuation en fait. Évidemment, ce qui nous constitue, c'est nos modalités privilégiées d'attention à certains éléments de notre milieu. Donc, dès qu'on se met à faire de la recherche et de l'enquête, encore une fois, il faut souvent utiliser plutôt le terme, à mon avis, d'enquête et pas de recherche. Enquête à la John Dewey, c'est-à-dire pour parler de manière compétente d'un sujet, il faut enquêter sur la nature de ce sujet. C'est basique, mais on est dans une société où beaucoup de gens parlent de choses, y compris dans le milieu politique et des décideurs, qui n'ont pas été documentées, pour lesquelles on ne dispose pas des informations. Et cette possibilité de produire des informations pour transformer son milieu, elle est en général réservée au monde de la recherche. Elle est beaucoup réservée au monde de la recherche. Donc là, on a vraiment une question sur comment est-ce qu'on peut s'individuer collectivement. Je peux prendre un exemple d'un projet qu'on a dans l'équipe, c'est pas sur l'environnement, mais en ce moment, on fait une co-enquête sur l'accueil des seniors à l'hôpital, au CHUV ici. Et on a 8 co-enquêteurs et co-enquêtrices, et on est 4 chercheurs et chercheuses professionnels, et on va sur le terrain enquêter auprès des seniors à l'hôpital, et tout le processus, c'est-à-dire la co-formation, parce qu'on se co-forme, la construction de la démarche, le protocole, le questionnaire d'enquête, l'analyse des résultats et la valorisation des résultats, se fait en commun, et ça transforme nos identités. Parce qu'en plus, là, c'est un cas, bien sûr, on est tous aussi des patients, on est tous des proches, on a d'importantes différences d'âge, donc en plus, il y a une interaction entre mes collègues, mes jeunes collègues de l'équipe sont beaucoup plus jeunes que moi. Donc en fait, ce qu'on s'aperçoit, c'est que progressivement, cette communauté de travail se transforme énormément. C'est-à-dire que nos co-chercheurs, c'est exactement ce que tu dis. On a dans l'équipe, on a des profils, on a d'autres projets avec des citoyens et des patients sur la santé. Timides, les profils timides, il y a des profils leaders, et les personnes timides se transforment dans l'expérience, c'est absolument spectaculaire. C'est vraiment impressionnant. D'autre côté, par exemple, on a une collègue dans ce collectif, c'est un exemple assez significatif aussi, dans l'autre sens, qui est un cadre de la psychiatrie à l'origine, qui est maintenant à la retraite. Elle est là en tant que patiente chronique. Mais quand je vais faire un entretien avec elle fait l'entretien en tant que patiente et elle s'interdit de faire son anamnèse psychiatrique quand on est au lit d'un patient, par exemple. Enfin, bon, c'est des exemples très concrets, mais c'est des expériences extrêmement fortes et par rapport à ce qu'on discute là, transformer le système de la recherche, c'est symétriquement comment est-ce qu'on peut transformer la société, produire du changement social, c'est j'inscrirais dans la Constitution fédérale un droit de chacun à enquêter sur son milieu, à un moment dans sa vie. Merci. Mélodie Faury, comment les projets de sciences citoyennes, de sciences, de recherche participative transforment les lieux, les milieux, les espaces de recherche? Je vais rebondir sur ce que disait Alain, c'est-à-dire que si on considère que on change notre regard et que c'est pas les milieux de recherche académiques, professionnels qu'on regarde, mais tous les lieux où l'enquête se déplie, se met en place, du coup on considère beaucoup plus de lieux où l'enquête a lieu. Et donc du coup c'est intéressant parce que ça change aussi notre regard de ce qu'on considère être une enquête, et ça l'enlève d'une définition uniquement scientifique académique de l'enquête, et je trouve que c'est très vivant, c'est très vitalisant, et ça offre la possibilité à la recherche académique de revenir à ce type d'enquête avec le monde en fait. Donc en termes de sciences-société, c'est évidemment central, et ça ne veut pas dire qu'on fait pas de démarches d'investigation, démarches expérimentales d'enquête dans les laboratoires ou sur le terrain de recherche, mais là en fait quand on parle de sciences recherche participative, on se rend compte que
que c'est à l'intersection avec des questions qui ne sont pas tout de suite dans un registre scientifique, qui sont ancrées effectivement dans la possibilité d'un changement, où en fait c'est comme si on raccourcissait la chaîne des faits. Enfin, en fait, c'est une question de contact. On est au contact, on est au contact. Donc, il me semble que ça transforme notre regard sur les lieux où l'enquête a lieu. En fait, ce que je trouve intéressant, même quand on commence à se dire où sont les savoirs, en fait, on se rend compte que les savoirs sont partout, que simplement on a eu besoin, pour des questions épistémologiques ou autres, on pourrait parler longuement de tout ça, de faire des frontières entre les savoirs légitimes, scientifiques, etc. Bon, Baptiste Bédessem, qui est un collègue qui travaille sur les recherches participatives, en ce moment pose la question: est-ce qu'on a encore besoin de parler de savoir? Je trouve que c'est intéressant, parce que ça vient nous. Qu'est-ce que ça a comme répercussion de se dire ça? En gros, pour moi, c'est comme dans l'idée de changer de mode de perception, c'est considérer ce qui est déjà là, mais qu'on ne voyait pas, ou qu'on ne comptait pas, ou qu'on ne considérait pas encore, en fait. Sur cette question des lieux, des milieux, des espaces, Tania, est-ce que tu aurais quelque chose à dire, peut-être en lien avec Cofiche ou d'autres projets participatifs? Transformation des milieux, des espaces. Pas vraiment, parce que l'élément reste l'élément, mais non, je trouvais très intéressant ce que tu dis et ça me donne beaucoup de choses à réfléchir. Je vais bien rebondir sur les lieux. Alors, la question des lieux et des espaces, c'est absolument central. C'est-à-dire que les lieux sont identifiés à des échelles de légitimité, à des rapports de pouvoir, des rapports de force, etc. Et donc c'est pour ça que la notion de tiers-lieu, tu l'as dit en introduction, enfin je sais plus qui l'a dit, mais il faut du tiers partout. C'est toi qui l'as dit ce matin. Les tiers-lieux sont encore assez faiblement organisés en Suisse par rapport à d'autres pays, comme la France où il y a plus de 1200 tiers-lieux qui sont affiliés à une fédération. Mais constituer des espaces physiques dans lesquels des personnes et des collectifs peuvent converger pour enquêter sur leur milieu de manière à transformer leurs conditions de vie, c'est absolument essentiel. Et la question que ça pose, bien sûr, c'est dans quelle mesure les Fab Labs c'en est un, il y a les makerspaces, il y a des tas d'autres, il y a des espaces de coworking qui fonctionnent un peu comme ça. Mais la question pour nous, en tant que chercheurs, notre responsabilité, c'est de nous demander dans quelle mesure nos savoirs d'enquête, nos savoirs expérimentaux, nos savoirs techniques, statistiques, etc., peuvent être transférés, adaptés pour soutenir ce genre de lieu. Donc en gros, pour moi, il y a vraiment une urgence à faire proliférer les lieux dans lesquels ces différents acteurs peuvent co-enquêter, quelle que soit la thématique. Mais ces lieux sont très fragiles en Suisse, très fragiles, sauf s'ils sont adossés un peu, par exemple comme à Neuchâtel, à une haute école où ils sont très bien hébergés avec des collègues qui ont des postes pour ça, etc. Mais sinon, parce que, je rajoute, mais j'ai de la finesse, mais c'est très important, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui viennent dans les tiers-lieux pour faire un truc avec leurs mains. Parce que la désaliénation, ça passe par faire, éprouver avec le corps, dont les milieux universitaires ont tendance à se débarrasser très vite dans leur épistémologie, se débarrasser de leur corps, les chercheurs se débarrassent de leur corps pour mentaliser leur production. Mais c'est pas du tout, c'est une analyse anthropologique, c'est pas une critique, c'est comme ça, voilà. Donc c'est remettre du corps, remettre du pratique, remettre du manuel. Pourquoi je disais ça? Oui, alors donc les tiers-lieux sont faits pour ça, mais les gens viennent surtout pour faire un truc sympa, avec des gens avec qui ils vont partager un savoir-faire. Mais quand il s'agit de capitaliser, théoriser, parce que la théorie est aussi importante que la pratique, donc il ne s'agit pas de faire une dichotomie, il n'y a pas grand monde, notamment les sciences sociales, ont cette compétence de pouvoir aussi participer à l'analyse, à capitaliser ces savoirs, capitaliser ces pratiques pour les rendre aussi plus légitimes. Et là, il y a une vraie responsabilité de nouveau des sciences sociales pour équiper tous ces tiers-lieux pour qu'on puisse monter en échelle, en fait. Parce que la question, c'est, ces lieux sont des véritables événements en termes sociaux. C'est des anomalies, c'est des émergences. Et la question qui se pose maintenant, dans la situation dans laquelle on est, qui est grave, c'est comment est-ce qu'on peut monter en échelle et disséminer ces expériences. Ça, c'est une question urgente de recherche interdisciplinaire. Et justement, et finalement, selon vous, Mélodie Faury, Tania Jenkins et Alain Kaufmann, quelles sont les pistes prioritaires à investir pour une meilleure reconnaissance et faisabilité des sciences citoyennes? Commencer avec Tania. Bon, pour la reconnaissance
sciences citoyennes participatives, je pense qu'il faut vraiment avoir un changement de culture de recherche. Et en fait, si ça change pas, ça va pas, on va pas pouvoir vraiment. En fait, il faut changer tout le système académique, le moyen de reconnaissance. Mais pour ça, il faut du bottom-up, et il faut aussi du top-down. Et je pense qu'il y a plusieurs des initiatives qui se sont en train d'être mises en place. Et j'espère que dans l'avenir, il y aura la possibilité que tous ces genres de recherche sont aussi valorisés pour les jeunes chercheurs, pour pouvoir avoir une nouvelle génération de chercheurs et de chercheuses qui font ça dans leur recherche académique quotidienne, si on veut. Ensuite, pour la faisabilité des sciences participatives, je pense qu'il faut vraiment des fonds et trouver des sources de financement, trouver des moyens de financer des projets sur le long terme. C'est souvent un peu le cas et le problème que plusieurs fois les projets ont un phénomène de hélicoptère. On vient, on engage une communauté et après, qu'est-ce qu'on fait? Maintenant, la communauté, elle a besoin de cette relation, elle a besoin aussi de cet encadrement. Mais souvent, les fonds sont plus là pour gérer cette communauté. En fait, ça pose un problème éthique, vraiment. Donc, en fait, de mobiliser des sources de financement pour soutenir des démarches sur le long terme, c'est très important. Du coup, pour la communauté Co-Fiche, qu'est-ce qui se passe là? Pour la communauté Co-Fiche, mon poste est fini avec le projet et bon, maintenant je suis ouverte à toute conversation, discussion. Si quelqu'un veut continuer et me financer à faire ça, je le fais avec plaisir. Mais je continue avec eux au niveau personnel. Mais si ils ont besoin, ils ont une idée, bien sûr, je serai là pour la soutenir, même si c'est sans argent pour l'argent, pour le moment, mais sans argent pour le moment. Donc voilà, ils ont au moins des contacts avec des personnes qui pourraient aider à cette démarche. Donc voilà. Même question, Alain. Non, mais j'aimerais juste faire un point, puisque ce sont les journées Open Science, et que tu as cité notre rapport là qui est paru la semaine dernière, que je vous invite toutes et tous à lire, vous pouvez trouver en ligne sur le développement des sciences citoyennes. On fait toute une série de recommandations. Il y a un énorme travail de 2 ans d'inventaire de l'existant et de propositions pour avancer. C'est qu'il y a la question pour l'instant de travail était dirigée par Tiziane et Tina qui sont ici présents, donc il faut aussi féliciter pour ça. Le domaine de l'open science, le projet open science, on discute avec Gérard Bagnou aussi, Michaela Crespo, très souvent cette question à l'UNIL, n'inclut quasiment pas la question des sciences citoyennes et participatives. Donc en gros, il y a toujours cette idée, très 19e siècle, qu'en produisant des données scientifiques, elles vont ruisseler sur la société et produire des bénéfices pour la société sans aucune médiation. Ce qui évidemment est totalement faux d'un point de vue historique, sociologique, etc. Bon, voilà. C'est un peu comme en économie, la richesse ruisselle dans le modèle libéral. La richesse ruisselle sur le peuple. Et donc il y a très concrètement à court terme à faire un travail pour que nos autorités des différentes institutions co-organisatrices fassent pression pour les personnes en charge de ce dossier pour que la dimension d'ouverture qui est thématisée par l'UNESCO enfin, donc une véritable ouverture en 2021, soit inclus dans la question de l'open science, pour que les sciences et la recherche deviennent véritablement ouvertes. Voilà, donc ça c'est, je pense que après comment faire? Alors effectivement, il faut une évolution de FNS, ça c'est clair, mais je dirais il faut pas attendre que les institutions évoluent. Elles évoluent souvent très lentement, elles évoluent sous la pression sociale et budgétaire. Et je pense qu'il faut être conscient qu'à long terme, si les universités, les centres de recherche n'évoluent pas vers une politique qui inclut une forte participation des citoyens pour les grands défis tels que c'est défini maintenant, environnementaux et sociaux, elles vont avoir de gros problèmes de financement. Hein. Donc, il suffit pas d'invoquer la compétition internationale pour obtenir plus d'argent. Il va y avoir des problèmes de financement. Il y a déjà des attaques politiques contre certaines branches de recherche qui sont, comme vous le savez. Donc ça, je pense, c'est une question de faire comprendre ça. Puis troisième chose, je dirais, il faut que les scientifiques et les chercheurs prennent leurs responsabilités. Moi, je suis atterré de voir à quel point des collègues biologistes
de mon âge, qui sont au courant depuis très longtemps de la dérive environnementale, écologique, économique dans laquelle on se trouve, ne soient pas plus au front de ces questions aujourd'hui. C'est-à-dire qu'ils devraient être alors pas des lanceurs d'alerte, mais ils devaient être tous au front, en tout cas ceux qui sont impliqués dans des questions écologiques, et il y en a beaucoup, de très haut niveau scientifique. Et heureusement, la crise climatique a fait que maintenant nos collègues climatologues se retrouvent parfois au tribunal après avoir occupé une banque, etc. La question de la désobéissance civile et de l'engagement des chercheurs, et là je voudrais aussi rendre hommage à mon université qui a courageusement produit un rapport sur l'engagement public des chercheurs, que vous trouvez en ligne, qu'on peut considérer comme une référence dans le monde académique et qui thématise cette question, y compris la question de la désobéissance civile et du rapport que les universités doivent avoir à cette question-là, et en refusant par exemple de sanctionner sur des bases juridiques la désobéissance civile de ces chercheurs et laissant la chose aux tribunaux civils. Donc voilà, je crois que là, il faut dire les choses de manière un peu sérieuse et grave, en reprenant la tradition de nos collègues des années 60, chercheurs, les mouvements Science for the People, tous les mouvements qu'on a observés aussi en Angleterre, aux États-Unis et dans d'autres pays, avec une spécificité suisse qui, effectivement, que le milieu de la recherche est très peu politisé dans le sens noble du terme, et les chercheurs doivent réaliser que quand ils travaillent sur certains objets, ces objets sont intrinsèquement politiques. Et c'est pas en les dépolitisant, en voulant les neutraliser, qu'on va pouvoir démontrer leur pertinence, bien au contraire. Merci Alain. Mélodie. Alors en complément, sans redire ce que mes collègues ont dit, peut-être 3 points, je me les mets en mots-clés pour pas oublier. Donc il y a le courage politique, ça sera le premier. Le deuxième, c'est le lien entre l'expertise et l'expérience. Et le troisième, le retournement des stigmates épistémologiques. Rien que ça, donc ça fait un bon programme. Mais donc on peut expliquer ça, juste retournement de stigmates. Je suis pas sûre que ça soit clair. Oui, justement, je vais déplier un tout petit peu. En termes de courage politique, je pense qu'on a les outils en fait dans les établissements de recherche pour soutenir ce type de démarche en termes de priorité de reconnaissance. Il faut du courage politique pour mobiliser les outils au service de ce type de démarche. Alors le réseau Réunis y contribue largement au point de vue international francophone. Le fait de s'allier aussi entre institutions qui portent des approches qui sont encore minoritaires, etc. Donc il y a une forme de courage politique dont on a besoin. Ça veut dire un soutien dans nos institutions de recherche et non pas une marginalisation quand on s'engage dans ce type de pratique. Courage politique, effectivement, qui passe souvent par des individus qui se mettent aussi en précarité quand ils, par conviction, se lancent dans ce type de démarche. C'est ce que la science ouverte a vécu aussi. Donc voilà, ça c'est la première chose. Le deuxième, le lien entre expertise et expérience. Il me semble, je disais que tout est déjà là. C'est quelque chose qui m'importe beaucoup. C'est un ami, Marc Jaja, qui m'avait fait le cadeau de cette phrase à un moment important où cette phrase était la bienvenue. Tout est déjà là dans le sens où les expériences, elles sont multiples. Il y a beaucoup d'isolement dans les expériences. La mise en commun des expériences. Joël Lemarec parle beaucoup du fait de se rendre témoins les uns des autres, ne pas perdre la mémoire et faire circuler les expériences pour les constituer, les instituer en expertise aussi, parfois quand c'est nécessaire, c'est pas forcément nécessaire, mais je sais que l'université des patients, par exemple, la Sorbonne Université fait ça très bien, de la reconnaissance de l'expertise qui passe par l'expérience. Et chez mes collègues qui sont responsables de programmes de sciences et recherche participative, se rendent compte aussi que leur expérience est une expertise, c'est aussi aller face aux responsables des universités pour qu'elle soit reconnue et qu'on en prenne soin aussi, y compris dans la structuration, les soutiens financiers, etc. Et puis le dernier point, retournement des stigmates épistémologiques. Je pourrais parler ça longuement, mais ce sera pas l'objet là. Il y a un gros travail, mais qui est sur un autre plan, et je pense qu'on est nombreux à œuvrer, donc on peut être sur plusieurs plans en même temps, qui est de répondre à la délégitimation qui est faite des sciences participatives et citoyennes. Et cette délégitimation, elle se fait à plein de niveaux, qui sont effectivement les fondements épistémologiques de notre science moderne. La question du corps, la question des émotions, la question, tous ces dualismes en fait qui sont très actifs dans notre rapport aux sciences aujourd'hui et que les sciences participatives et citoyennes viennent mettre en friction. Et donc là aussi il y a tout un travail épistémologique, les savoirs des Suds avec les épistémologies subalternes, féministes, etc., qui sont très importants aussi pour remontrer qu'en fait il y a une valeur
épistémique forte dans ces savoirs, qui crée un certain rapport au monde, qui crée aussi la possibilité de reconnaissance de modes d'existence, et que c'est un travail qui est sérieux, très appuyé, très documenté, et je crois que c'est une des priorités aussi pour reconnaître et soutenir ce type de démarche. Merci infiniment. Il est 15h14 et 44 secondes précisément. Je vous félicite d'avoir tenu le timing. Merci Tania Jenkins, Alain Kaufmann et Mélodie Faury. On va passer un moment d'échange autant avec les gens en présence qu'avec les gens à distance. Et on va commencer avec les gens à distance. Donc je ne sais pas s'il y a une ou deux questions pertinentes. Aucune question à distance. Donc on va faire passer le micro dans la salle.